Que se passe-t-il dans Dragon Ball Super après que le tournoi du pouvoir se soit terminé? Je t'invite avec moi à venir voir la suite officielle du manga DBS dans cette vidéo. Prépare-toi bien, car on rejoint Goku et ses amis avant qu'une nouvelle menace arrive. À la suite du tournoi du pouvoir, Freezer est ressuscité et part en quête de nouveaux guerriers pour former son armée. C'est à ce moment que se passe le film DBS Broly. Après leur confrontation contre Broly, Goku et Vegeta ont vu qu'ils devaient encore devenir plus forts. Ils reprennent alors l'entraînement ensemble et c'est là que débute l'arc Moro. L'arc commence avec Goku et Vegeta qui s'entraînent. Vegeta pose des questions sur l'Ultra Instinct, mais Goku ne sait pas y répondre. La discussion est interrompue par Bulma qui a reçu un appel en panique de Mister Satan. Boo a été kidnappé. Mister Satan a donc besoin de l'aide de Goku et de Vegeta pour le sauver. Goku propose à Vegeta d'y aller avec le déplacement instantané, mais Vegeta refuse par fierté, préférant y aller par lui-même. Goku, arrivant en premier, s'occupe alors de la plupart des kidnappeurs. Vegeta le suit de près. Un des kidnappeurs entend Mister Satan prononcer le nom de Goku et Vegeta. Le kidnappeur semble alors les connaître de nom et se déplace à une vitesse spectaculaire dans le dos de Goku et Vegeta pour les paralyser avec son pistolet. Les deux Saiyans s'écroulent. Il demande alors à ses partenaires d'emmener Goku et Vegeta avec eux. Quand les Saiyans se réveillent, ils voient Jaco et découvrent que les kidnappeurs de Boo sont en fait la patrouille galactique et que celui qui les a assommés s'appelle Merus et qu'il est l'agent numéro 1 de la patrouille. Il explique alors qu'ils ont kidnappé Boo parce qu'ils ont besoin du grand Kaioshin qui sommeille en lui. Il y a apparemment 10 millions d'années, le grand Kaioshin a livré une bataille contre Moro, le mangeur de planètes. En voyant qu'il n'avait aucune chance de gagner, il l'a scellé en utilisant tout son pouvoir divin. La patrouille galactique prenant alors en charge sa détention, car celui-ci était trop puissant pour être tué. Même après 10 millions d'années, Moro est toujours en vie. Et le pire, c'est qu'une partie de sa magie est revenue. Il a donc pu s'échapper de la prison. Malheureusement, Boo dort toujours quand on a besoin de lui. Il est donc impossible d'atteindre le grand Kaioshin. Goku propose d'aider la patrouille à capturer Moro. Vegeta accepte aussi à contre-cœur, bien qu'il soit intrigué par Merus, qui semble bien trop puissant pour un agent normal. Ils reçoivent alors un appel des patrouilleurs galactiques localisant la position de Moro. Goku commence à sentir son ki et se rend compte qu'il est effrayant. Et maintenant Moro sait qu'on le cherche. Merus explique alors que Moro absorbe l'énergie des planètes et que son ki est composé de l'âme de ses victimes. Moro voyage en direction de la nouvelle Namek avec un ancien soldat de Freezer, Cranberry, qui lui a dit ce qu'il savait sur les Dragon Ball et qui lui permettrait de retrouver sa magie. La seule chose que demande le soldat est un vœu pour échapper à la patrouille et à l'armée de Freezer, souhait que Moro accepte. Nos héros découvrent aussi que Moro se dirige sur Namek. Goku et Vegeta se téléportent donc sur la planète avant qu'ils ne puissent toucher le sol. Lorsqu'ils arrivent sur Namek, ils avertissent les habitants du danger à venir. Les Namek commencent à se cacher. Une fois arrivé sur Namek, Moro prend une profonde inspiration avant de capturer un enfant Namek qui sera sauvé par Vegeta. Le combat commence. Moro domine Vegeta en Super Saiyan, qui se transforme alors en SSJ God et prend le dessus. Ce qui oblige Moro à dévoiler son vrai pouvoir. Moro utilise alors l'énergie vitale de la planète Namek pour attaquer. Découvrant que cette attaque ne coûte pas d'endurance à Moro, Vegeta dit qu'il ne peut pas gagner. Il demande alors à Moro quels sont ses objectifs et après avoir été convaincu, il révèle qu'il est à la recherche des Dragon Ball et qu'il veut les utiliser pour retrouver sa force d'antan. Vegeta traite Moro d'ordure et devient rapidement SSJ Blue et commence à dominer facilement Moro. Tout se passe bien jusqu'à ce que Goku commence à remarquer que quelque chose ne va pas. Moro forme une énorme boule avec l'énergie vitale de Namek. Vegeta pense que c'est inutile, mais Moro ne l'utilise pas pour attaquer. Il la mange et gagne en force. Vegeta pense alors que la puissance de Moro n'est toujours pas suffisante pour le vaincre et essaye de se transformer sans succès. Les deux Saiyans découvrent alors que Moro a absorbé leur énergie et en un éclair, Moro assène un coup puissant à Vegeta. Goku intervient, mais lui aussi n'a plus assez d'énergie pour se battre et subit de lourds dégâts. Vegeta lance alors un canon Garrick,
que Moro avale. Goku, voyant qu'ils ne peuvent rien faire contre Moro, tente de s'enfuir avec la téléportation, mais il n'a plus assez d'énergie pour la pratiquer. Sans échappatoire, Moro saisit les deux Saiyans et prend une grande partie de leur énergie vitale. Le mangeur de planètes restaure alors son corps à un état beaucoup plus jeune et part à la recherche des Dragon Ball, laissant Goku et Vegeta pour morts. Nos héros se réveillent 3 jours plus tard, sauvés par le pouvoir de guérison du Namek que Vegeta avait sauvé. Ils apprennent alors que Moro n'a que 3 Dragon Ball pour l'instant et que les Namek ont élaboré un plan. Les plus grands guerriers Namek ont commencé à s'assimiler et fusionner pour défendre leur planète. Des dizaines de Namek se fondent en un seul et le guerrier qui en résulte vole sur Moro. Cependant, sans même le regarder, Moro empale et tue le guerrier Namek en un coup. Vegeta se rend alors compte que Moro utilise les villages pour trouver les Dragon Ball comme le faisait Freezer. Mais au même moment, Moro apprend à sentir le pouvoir des Dragon Ball grâce à sa magie. Il réunit alors rapidement 6 Dragon Ball, la dernière étant dans le village où ont été soignés Goku et Vegeta. Encore blessés et avec peu d'énergie, les deux Saiyans décident de faire face à Moro une dernière fois. Lors de leur ultime assaut, un vaisseau de la patrouille galactique apparaît et abat celui de Moro. Merus apparaît alors et utilise un filet spécialement conçu pour piéger Moro. Mais il ne retient pas longtemps le mangeur de planètes. Le véritable plan commence. Boo est largué du vaisseau, ainsi que la patrouille galactique qui a pu faire ressortir les souvenirs du grand Kaioshin. Moro et Boo se remémorent leur rancune mutuelle et combattent. Les capacités physiques de Boo lui permettent de ne pas être blessé. De plus, l'absorption d'énergie de Moro ne semble pas fonctionner sur lui. Boo a totalement le dessus du combat et arrive à capturer Moro. Merus lui demande alors d'à nouveau sceller la magie de Moro, mais au moment où il commence, le ciel s'assombrit. Le soldat de Freezer qui a accompagné Moro, Cranberry, a récupéré la dernière Dragon Ball et a invoqué Porunga. Le premier souhait de Cranberry est de se soigner. Puis Moro communique avec lui par télépathie et lui demande d'exaucer son vœu et de retrouver tout son pouvoir. Cranberry l'exauce. Moro se libère alors de l'étreinte de Boo et fonce à toute vitesse en direction de Porunga. Il tue alors Cranberry avant qu'il ne formule son dernier vœu et se l'accapare. Porunga disparaît et Goku et Vegeta arrivent sur place. Moro leur dit alors qu'il n'a plus besoin de se battre et s'enfuit en dissimulant son ki, laissant les deux Saiyans pleins de questionnements sur son dernier vœu. Boo et Merus les rattrapent et Boo soigne rapidement tous ceux qui sont encore en vie. Tout à coup, la planète tremble. Moro commence à absorber la totalité de l'énergie de la planète Namek. Après avoir guéri tout le monde, le visage de Boo devient celui du grand Kaioshin. Il dit qu'il échangera sa place avec Boo jusqu'à ce que Moro soit vaincu. Il restaure alors l'énergie de Goku et Vegeta, et grâce à la téléportation, il se retrouve à 3 dans l'atmosphère face à Moro en train d'absorber l'énergie de la planète Namek. Cependant, il découvre rapidement que ce n'est qu'une illusion et que le vrai Moro est plus loin, ce qui empêche Goku et Vegeta d'y aller car ils ne peuvent pas respirer dans l'espace. Le grand Kaioshin y va alors seul. Il est clair que Moro est à présent plus fort que le grand Kaioshin. C'est pourquoi il menace de sceller la magie de Moro. Mais Moro le bluffe en disant qu'il n'a plus le pouvoir divin nécessaire pour déclencher cette capacité. Alors qu'il se bat, un souvenir apparaît dans la mémoire du grand Kaioshin. C'est la fin de la saga Boo, où Goku tue Kid Buu. Le grand Kaioshin comprend à présent que c'était Kid Buu qui avait ses pouvoirs divins. Moro, qui a aussi vu les souvenirs défiler, est encore plus confiant et prétend qu'à présent, plus personne ne peut le défier. Pendant ce temps, Merus demande à Goku et Vegeta s'ils sont sûrs d'être plus forts que Moro. Les deux Saiyans acquiescent, magie à part. Merus enfile alors une combinaison spatiale et dit qu'il ramènera Moro sur la planète Namek pour qu'il puisse le combattre avec l'aide du grand Kaioshin. Merus combat et réussit à distraire Moro. Le grand Kaioshin l'attrape pour le téléporter sur Namek. Goku et Vegeta se téléportent au même moment et font de nouveau face à Moro, mais cette fois à pleine puissance. Moro se moque d'eux pour avoir pensé qu'ils pouvaient gagner, puisqu'ils ont oublié le troisième vœu. Moro révèle alors qu'il a souhaité que tous les prisonniers de la patrouille galactique soient libérés.
Les prisonniers arrivent alors sur Namek juste à temps pour faciliter l'évasion de Moro, qui leur donne une partie de son pouvoir pour combattre Goku et Vegeta. Et alors qu'ils sont facilement battus, même avec leur puissance augmentée, Moro commence à drainer lentement l'énergie de Goku et Vegeta. Cela devient tellement grave qu'ils ne peuvent plus se transformer. Merus et Jaco interviennent alors pour les aider. Voyant que la situation dégénère, Merus demande aux Saiyans et aux Grands Kaioshin de se retirer. Lorsque Goku est prêt à tous les téléporter, Vegeta maudit alors la magie et le SSJ God, puis décide de partir de son côté. Goku se téléporte alors au QG de la patrouille galactique, tandis que Vegeta monte dans le vaisseau d'un des patrouilleurs et lui ordonne de se diriger vers la planète Yardra. Quelques jours ont passé, et les prisonniers se déchaînent dans l'univers pour trouver des planètes où Moro pourra consommer de l'énergie. Pendant ce temps, Goku et Merus s'inquiètent de la montée en puissance de Moro et affirment que leurs chances de victoire sont désormais nulles même si Merus se battait sérieusement. Goku lance alors un coup de poing sérieux sur Merus, qu'il esquive facilement, ce qui semble prouver la théorie de Vegeta sur la force de Merus. Goku demande alors à faire un match d'entraînement avec Merus. Celui-ci accepte, et les deux vont dans une salle d'entraînement pour s'affronter. Goku n'arrive pas à lui porter de coups, même après être devenu Super Saiyan 3. Donc avant de détruire la salle d'entraînement en se transformant en SSJ God, Goku demande à Merus de l'entraîner. Le patrouilleur accepte donc sa demande. Pendant ce temps, un des gangs de criminels libérés par Moro se souviennent que Jaco a parlé de la Terre. La Terre devient maintenant une cible pour les forces de Moro. Au même moment, Vegeta est finalement arrivé sur la planète Yardra et il est accueilli par le doyen Pibara qui a appris à Goku le déplacement instantané et qui sera le seul à enseigner à Vegeta ce qu'ils appellent le contrôle de l'esprit. Quelques jours plus tard, Goku et Merus quittent le QG de la patrouille galactique pour commencer leur entraînement sur une autre planète. Inquiet de ne pas pouvoir contacter les Namek et craignant qu'il leur soit arrivé quelque chose, Piccolo a ses inquiétudes interrompues lorsqu'il sent que la bande des Maccarini, le gang de criminels, s'approche de la Terre. Il part alors à leur rencontre avant qu'ils ne lui tirent dessus immédiatement, mais Piccolo est rapidement capable de les neutraliser tous en même temps. Au même moment, Bulma rend visite à Dende pour lui dire que Jaco veut recruter Piccolo dans la patrouille galactique. Bulma appelle à nouveau Jaco et ils apprennent tout à propos de Moro, les prisonniers libérés, ainsi que pour la planète Namek et ses habitants. Malheureusement, quand Dende se rend compte que le gang des Maccarini est impliqué, Piccolo a déjà décidé de les laisser partir. Dende lui dit rapidement de les arrêter et c'est ce qu'il fera, mais pas avant que l'un d'eux ait pu faire un rapport à Moro. Moro décide alors d'envoyer une équipe de reconnaissance plus forte pour confirmer que la Terre vaut vraiment la peine qu'il y consacre son temps. Quant à Goku et Merus, ils poursuivent leur entraînement. Merus explique la véritable nature de l'Ultra Instinct et la vraie façon de l'utiliser. Il ne suffit pas d'être calme, il faut rester calme face à un choc émotionnel écrasant. Après avoir dit le nom de la technique, Goku confirme les soupçons qu'il avait sur la force de Merus. Après leur discussion, Merus emmène Goku dans un lieu semblable à la salle de l'esprit et du temps, sauf que celle-ci ne passe que 3 jours à l'intérieur pour chaque jour dehors. Merus dit qu'il va pouvoir libérer dans cet endroit toute sa puissance sans que l'on s'en aperçoive. C'est maintenant que le véritable entraînement commence. Sur Terre, tous les plus grands guerriers devaient être réunis pour la prochaine attaque des prisonniers, mais seulement Krillin était disponible. C'est alors que les prisonniers sont arrivés par surprise au palais divin par un portail créé par un androïde appelé Seven Tree. Cet androïde se révèle capable de copier les capacités des autres pendant 30 minutes en les attrapant par le cou. Le portail qu'il a créé est l'une de ses capacités qu'il a volées. Sans hésitation, Seven Tree saisit le coup de Piccolo et copie ses capacités. Krillin va pour aider Piccolo, mais Yumba, un autre prisonnier, l'entraîne dans un combat. Jaco lui tient à peine contre Shiro Mecha, le bandit galactique, et Piccolo doit faire face à une copie de lui-même à l'endurance infinie. C'est alors que Gohan intervient et gère facilement Seven Tree. Juste au moment où Gohan est sur le point de le finir, sa copie de Piccolo s'épuise et il passe à une copie stockée en lui, et celle-ci est celle de Moro, avec la capacité d'absorber l'énergie. Seven Tree ne vise que les terriens devant lui et draine leur puissance. Maintenant la Z-Team n'a plus aucune chance de victoire. Alors qu'il commence à frôler la mort, Piccolo dit aux prisonniers que même s'il meurt aujourd'hui, Goku et Vegeta reviendront sur Terre. Cela intrigue Moro qui regardait le combat depuis son vaisseau,
car l'idée de Goku et Vegeta revenant sur Terre plus fort que jamais pourrait conduire à son meilleur repas de l'univers. Il ordonne donc à Seven Tree et les autres de se retirer pour l'instant. Ils préviennent alors qu'ils reviendront sur Terre dans 20 jours. Mais Jaco arrive à négocier. Ils ont à présent 2 mois au total jusqu'à ce que Moro et les prisonniers retournent sur Terre. Sur sa planète, Merus est informé par la patrouille galactique du délai de 2 mois, ce qui signifie qu'ils ont 6 mois pour s'entraîner dans la chambre temporelle. Cependant, la situation est observée par Whis, qui demande des explications au grand prêtre à propos de Merus. Le grand prêtre explique alors que Merus est un ange en formation et il a été envoyé dans la patrouille galactique en tant qu'agent pour qu'il élargisse son point de vue. Cependant, la loi des anges interdit aux anges d'agir de manière partiale. C'est pourquoi ils ne sont pas autorisés à se battre réellement et d'utiliser leur pouvoir. Whis se porte alors garant de Merus en disant qu'il n'a pas encore enfreint les lois angéliques. Le grand prêtre accepte, mais le prévient qu'il ne souhaite pas perdre un ange. Sur la planète Yardra, Vegeta et Iriko le patrouilleur n'ont aucun contact avec la patrouille galactique et ne savent donc rien de ce qui s'est passé sur Terre. Vegeta continue donc son entraînement sans connaître la limite de temps qui a été fixée. Toutefois, il a déjà réussi à apprendre les bases du contrôle de l'esprit, il est donc temps pour lui d'apprendre les capacités spécifiques des Yardra. Pibara, le doyen, est sur le point de lui enseigner le déplacement instantané, qui est considéré comme une technique de base, mais une partie des forces de Moro atterrit sur Yardra. Vegeta part alors s'en occuper, mais son pouvoir a déjà pris une ampleur bien plus grande que ce à quoi il s'attendait. Un rayon avec lequel il avait l'intention de détruire un communicateur se transforme en une explosion à la place. Vegeta bat donc facilement tous les criminels qui lui mentionnent alors que la Terre est la prochaine cible de Moro. Cependant, il n'a toujours pas conscience des 2 mois de délai. Heureusement, Vegeta peut sentir la Terre à partir de Yardra et sait que Moro n'est pas encore là et qu'il a donc le temps de poursuivre son entraînement. Mais il doit passer à la vitesse supérieure en sautant les bases et en allant directement à la technique qui peut battre Moro. Durant 2 mois, Moro absorbe l'énergie des planètes pendant que Goku et Vegeta continuent leur entraînement. Enfin, Merus et Goku vont avoir un combat final, mais avant qu'ils ne puissent commencer, Whis les arrête et explique que si Merus avait commencé ce combat, cela aurait été considéré comme une bataille. Il aurait donc enfreint la loi sur les anges. Whis est encore plus agacé par le fait que Merus avait l'intention de combattre Moro aux côtés de Goku. Goku demande alors à Whis ce qui se passe si un ange enfreint les lois. Whis lui répond que si un ange brise les lois, son existence est alors effacée sans laisser de traces et c'est l'unique façon pour un ange de mourir. Merus part donc avec Whis non plus en tant que patrouilleur galactique mais en tant qu'ange et laisse à Goku le soin de terminer le combat contre Moro. Le seul problème est qu'il laisse Goku derrière eux et qu'il doit donc se débrouiller seul pour rentrer sur Terre. Pendant ce temps sur Terre, toute la patrouille galactique est arrivée pour combattre les forces d'invasion, ainsi que tous les plus grands combattants de la Terre sauf Goten et Trunks. Les prisonniers commencent à se répandre sur la planète et tout le monde se sépare pour s'en occuper. La bataille principale est celle entre Piccolo et Gohan contre Seven Tree. Mais avant même que le combat commence, Seven Tree utilise les capacités copiées d'une race invisible pour se faufiler et attraper la nuque de Gohan et Piccolo pour subtiliser leur technique. Mais Gohan et Piccolo se sont préparés à ça. Et vu que Seven Tree ne peut utiliser qu'une seule capacité de copie à la fois, ils sont capables de le surpasser avec des attaques combinées. Poussé au bord de la mort, Seven Tree change alors à nouveau ses capacités en celles de Moro. Mais lorsqu'il tente d'absorber le ki devant lui, rien ne se passe, car C17 et C18 se mettent devant et les androïdes ne possèdent pas de ki. Ils sont donc les adversaires parfaits contre Seven Tree. La Z-Team gagne alors sur plusieurs fronts et l'avantage tourne au profit de la Terre. Sagambo, un général de Moro, décide alors de prendre part au combat. Avant de partir à l'assaut, Moro lui confie une partie de sa puissance, ce qui suffit à mettre nos guerriers à mal. Alors que les choses commencent à être désespérées, Goku commence à se rapprocher suffisamment de la Terre pour sentir le ki de Krillin, qui joue le tout pour le tout en libérant toute son énergie pour que Goku le repère. Cela fonctionne, et Goku se téléporte jusqu'à Krillin juste à temps. Goku se déplace alors rapidement pour sauver ses amis, puis se téléporte sur le champ de bataille principal où il peut facilement corriger Sagambo. Goku se déplace tellement vite que seuls Jaco et Moro peuvent le voir. Goku met Sagambo à terre, mais il se relève sans cesse. Il s'avère que Moro lui donne toujours plus de puissance jusqu'à ce que le corps de Sagambo ne puisse plus le supporter et qu'il tombe raide mort. Goku se met alors en colère contre la façon dont Moro a traité Sagambo et qu'il est prêt à montrer le pouvoir qu'il a acquis grâce à son entraînement. En un instant, la colère quitte son visage.
Alors qu'il ferme les yeux et retourne à sa forme de base, lorsqu'il les rouvrit, Goku avait éveillé les prémices de l'Ultra Instinct, une technique divine. Le combat final va commencer. Goku et Moro commencent à s'affronter et il semble que Goku ait le dessus sur la magie de Moro. Gohan dit à son père d'y aller à fond sans s'inquiéter des dégâts sur la terre car ils ont déjà réuni les Dragon Ball dans le palais divin. Au fur et à mesure que le combat se poursuit, il devient de plus en plus équitable, mais Moro n'a pas encore essayé d'absorber le ki de Goku. Quand il essaie enfin de bloquer Goku pour lui voler de l'énergie, Goku se libère rapidement et commence à se déplacer à toute vitesse pour éviter l'absorption d'énergie de Moro. Celle-ci inefficace, il semble que Goku puisse gagner le combat. Sur la planète Beerus, Whis et Merus observent le combat de Goku. Whis demande à Merus si Goku a réussi à maîtriser totalement l'Ultra Instinct, mais Merus dit qu'il n'a jamais pu atteindre ce niveau pendant l'entraînement. Whis fait alors remarquer que cette forme incomplète consomme énormément d'énergie à Goku car elle manque de stabilité. De retour sur Terre, Moro ricane et dit à Goku que l'absorption d'énergie n'est pas sa seule condition de victoire. Il a retenu son pouvoir jusqu'à ce moment précis. Une fois lancé, Moro réussit à attraper Goku et drainer son ki, en plus de remarquer que Goku ne peut pas maintenir sa forme en Ultra Instinct pour des batailles prolongées. Le fait que Goku soit de retour dans sa forme basique semble sans espoir, mais heureusement Goku a encore de la puissance en réserve. Il sent qu'il peut gagner ce combat s'il attaque Moro avec tout ce qu'il a. Moro et Goku libèrent alors leur pleine puissance et reviennent à un combat pratiquement égal. Mais Moro s'avère être plus fort que ne l'avait prédit Merus. Sur la planète Yardra, Vegeta vient de finir d'apprendre sa nouvelle technique pour battre Moro. Il demande donc à Pibara d'être téléporté sur Terre, mais les Yardra ne peuvent pas se téléporter dans un endroit où ils ne sont jamais allés auparavant. Cependant, ils peuvent se téléporter en détectant le ki, mais Goku étant dans une forme divine, son ki est insondable. Vegeta demande alors qu'on lui enseigne le déplacement instantané puisqu'il doit rejoindre la Terre le plus vite. Sur Terre, Goku essaye d'utiliser le plus de puissance possible, mais il se fait dominer par Moro et perd l'Ultra Instinct. Pour éviter que Moro absorbe toute son énergie, C17 et C18 interviennent pour l'aider, ce qui permet à Goku de survivre. Pibara, sentant de nouveau le ki de Goku, propose à Vegeta de l'emmener sur Terre, mais il refuse car il sent qu'il peut y arriver seul. Il réussit alors à se téléporter hors de Yardra et arrive sur Terre. C17 et C18 font de leur mieux, mais ils ne sont pas assez forts pour battre Moro. Vegeta apparaît alors sur le champ de bataille, juste après que Goku soit choqué de le voir utiliser le déplacement instantané. Mais Vegeta assure à Goku qu'il ne pourra probablement plus jamais l'utiliser. Il fait reculer les androïdes et s'engage dans le combat contre Moro sous la forme de SSJ Blue évolué. Vegeta commence le combat non sans difficulté face à Moro. Tout le monde pense que Vegeta ne peut pas gagner, sauf Goku qui s'en rend compte qu'à chaque coup que Vegeta lui porte, Moro perd en puissance. Cette technique s'appelle fission forcée de l'esprit et elle permet de défusionner les âmes. En l'utilisant, Vegeta libère les âmes que Moro avait absorbées. Le corps de Moro commence alors à revenir à son état d'origine. Si le combat continue, il mourra de vieillesse plutôt que du combat en cours, car l'énergie retourne aux planètes qui ont subi l'absorption de Moro. Certaines populations résistantes seront alors ressuscitées par le retour de leur force, mais ceux qui sont morts depuis trop longtemps resteront malheureusement ainsi. Grâce à la technique de Vegeta, plusieurs Namek ont pu revenir à la vie. Sentant la fin approcher, Moro utilise alors sa magie pour s'échapper et retourne sur son vaisseau. Il tue alors le bandit Shiromeka et dévore Seven Tree, ce qui provoque une transformation de Moro et le fait devenir encore plus puissant qu'il ne l'était auparavant, puisque Seven Tree avait une sauvegarde de Moro en lui. Moro atteint alors une sorte de forme parfaite et avec cette nouvelle force, il est capable de gérer facilement Vegeta, car il a compris que Vegeta a besoin d'infliger des dégâts pour que cela fonctionne. Il n'a alors qu'à éviter ses attaques. Gohan dit alors que la capacité de copie de Seven Tree ne dure que 30 minutes. Ils peuvent donc le faire patienter. Mais Moro leur répond qu'il s'agit simplement d'un retour à l'original et qu'il n'a donc pas de limite de temps. Moro réussit alors à attraper le coup de Vegeta et copie ses capacités. Il utilise donc un Big Bang Attack pour achever le prince des Saiyans. Piccolo note même qu'il pourrait utiliser la fission de l'esprit forcé et donc que toute fusion Potara ou Métamol serait inutile contre lui. Piccolo et Gohan font leur diversion pendant que Goku se sert du reste de ses forces pour faire un Kamehameha instantané sur Moro qui se régénère instantanément et transperce Goku avec son bras. Dans le palais divin, Dende prend la décision courageuse de partir en tant que dieu de la terre et d'aider en soignant tout le monde. Krillin aussi a un sac de Senzu et fait de son mieux pour les rejoindre également.
Moro utilise alors la télépathie de Piccolo pour écouter Dende. En apprenant son arrivée, il crée une barrière autour du champ de bataille. Krillin et Dende sont maintenant bloqués. Moro commence alors à achever tout le monde jusqu'à ce qu'il n'y reste plus que Jaco. Dende observe avec horreur la scène depuis l'extérieur de la barrière, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre devant lui et qu'un ange lui dise que ce n'est pas encore fini. Merus fonce alors sauver Jaco à la dernière seconde en imprégnant un tir de blaster de sa propre énergie avant que Moro ne puisse voir ce qu'il se passe. Toute la Z-Team a alors été téléportée aux côtés de Dende. Merus se tient donc seul face à Moro. Merus lance l'assaut. Le mangeur de planètes note que Merus n'a pas d'énergie détectable alors qu'il en avait avant. Merus utilise en fait son ki divin et s'en sort bien, pendant que Whis et Beerus ont fini d'aider Dende et les autres car ce sont eux qui les ont éloignés de Moro. Mais Beerus prétexte qu'il était juste de passage sur Terre pour aller manger chez Bulma. Dende commence alors à guérir tout le monde en commençant par Goku qui est gravement blessé. Cela prend du temps, mais une fois complètement guéri, Goku fonce sur le champ de bataille pour aider Merus. Goku arrêta Merus avant qu'il ne disparaisse pour avoir transgressé les lois divines et reprend le combat contre Moro avec le signe de l'Ultra Instinct, ce qui ne sera pas suffisant contre un Moro encore plus fort. Goku est frustré de ne pas avoir pu maîtriser l'Ultra Instinct, mais Merus lui dit alors un dernier conseil. Pendant qu'il parle, Moro saisit le cou de Merus pour essayer de copier ses capacités, mais Merus lui coupe la main entre deux. Merus se venge alors de tout le mal que Moro a fait en utilisant ses pouvoirs d'ange pour sceller sa capacité de copie. Plus Merus utilise ses pouvoirs, plus il commence à disparaître. Il explique alors comment la patrouille galactique l'a changé et l'a fait grandir dans son sens de la justice, et que la rencontre avec Goku et ses amis l'ont aidé à consolider ses idéaux. En chargeant avec une dernière attaque, Merus se souvient alors d'une discussion avec Goku sur son héroïsme et son rôle de protecteur. Goku lui nie tout l'héroïsme et parle plutôt d'un désir égoïste de puissance qui finit par sauver les gens. Moro tente alors d'arrêter Merus avec une grosse boule d'énergie, mais Merus passe directement à travers celle-ci et scelle le dernier cristal. Merus fait alors ses adieux à Goku et l'encourage en lui demandant de protéger l'univers qu'il a appris à aimer. Après cette dernière requête, Merus disparaît. Goku a alors la tête baissée et une aura menaçante commence à l'engloutir. La colère commence à bouillir en lui et ses émotions commencent à le submerger en repensant à Merus. Mais en respirant profondément, il se calme et demande à Jaco pourquoi il a rejoint la patrouille galactique. Jaco lui répond qu'il voulait préserver la paix dans la galaxie et que les tenues étaient cool. Goku sourit et il dit qu'il a aussi rejoint la patrouille galactique pour la même raison que Merus. Il souhaite lui aussi protéger l'univers et c'est donc son devoir de stopper Moro. Moro se relève alors et Goku lui dit qu'il va accomplir la volonté de Merus et le battre. C'est alors que son aura commence à recouvrir le champ de bataille et fait trembler la terre avant de se dissiper pour révéler Goku avec des cheveux argentés. L'Ultra Instinct est enfin maîtrisé et Goku possède un calme étrange qui terrifie instinctivement Moro qui fonce alors sur Goku pour l'attaquer. Toutes les attaques de Moro sont inefficaces sur Goku et toutes les attaques de Goku sont plus fortes que jamais. Moro tente bien que mal de réduire l'écart de puissance entre lui et Goku, mais Goku est tout simplement trop fort. Chaque coup que Goku porte à Moro fait trembler la terre entière. Il n'y a aucun moyen pour Moro de riposter. Au bord de la mort, Moro supplie pour sa vie. Goku demande alors à Jaco si Moro était condamné à mort, et après avoir eu confirmation du patrouilleur, Goku démissionne de la patrouille galactique pour le combattre en tant que terrien. Krillin arrive enfin sur le champ de bataille. Goku se téléporte vers lui et lui prend un senzu qu'il donne à Moro en échange de son retour en prison. Moro accepte les conditions de Goku, mais après avoir mangé son senzu, il trahit Goku et tente de le transpercer à nouveau, mais l'Ultra Instinct de Goku durcit automatiquement son corps pour le protéger et brise immédiatement la main du mangeur de planètes. Goku est déçu de Moro et sait qu'il ne pourra jamais le changer. Il est obligé de le tuer. Goku lui propose alors une dernière fois de se rendre. C'est alors que Moro aperçoit la main que Merus lui a coupée plus tôt. Moro demande alors qui était vraiment Merus. Goku explique que Merus était un ange et qu'il pouvait utiliser lui aussi l'Ultra Instinct. Moro ramène alors rapidement la main qui a saisi le cou de Merus vers lui et commence une transformation qui lui permet d'utiliser l'Ultra Instinct de Merus. Goku et Moro commencent alors à voler autour de la planète à pleine vitesse en s'entrechoquant. Mais plus le combat avance, plus le corps de Moro commence à gonfler étrangement. Goku explique alors à Moro que son corps n'est pas préparé pour détenir autant de pouvoir.
Moro est donc face à un dilemme, soit abandonner les pouvoirs de Mérus, soit être détruit par eux. Persuadé de n'avoir aucune limite, il commence alors à chercher un corps qui puisse contenir le pouvoir divin. Finalement, il utilise sa magie pour fusionner avec la Terre elle-même. Whis explique alors que vu que Moro a fusionné avec la Terre, cela signifie aussi qu'ils partagent le même destin. Si Moro est détruit, la Terre sera détruite avec, et l'énergie qui en résulte pourrait même détruire toute la galaxie. Beerus prend alors la décision d'intervenir, mais juste au moment où il allait passer à l'action, le grand prêtre convoque Whis et Beerus. Avant de partir, Whis indique alors à Goku le chemin pour battre Moro et sauver la Terre. Il faut que Goku détruise le cristal principal sur sa tête, et si c'est fait correctement, cela libérera la copie de Mérus. Moro commence alors à absorber l'énergie vitale de la Terre et cacher le cristal dans son corps en expansion. C'est alors que Vegeta arrive et commence à frapper la Terre pour séparer l'énergie de Moro, ce qui fait réapparaître le cristal. Goku s'envole alors pour terminer le combat, mais Moro parvient à l'arrêter avant qu'il n'atteigne le cristal. Moro aspire alors son énergie et le force à revenir à sa forme de base. Il semble qu'il n'y ait plus d'espoir quand l'énergie de tous nos héros envoyée à Goku n'est pas suffisante pour qu'il se libère. C'est alors qu'une grande énergie divine se dirige vers le champ de bataille sur Goku. En effet, le grand Kaioshin a retrouvé Oob et lui a fait donner l'énergie divine qui s'est réincarnée en lui lors de la mort de Kid Buu. Goku prend alors le pouvoir divin avec lui, se retransforme en Ultra Instinct tout en créant une version spirituelle géante de lui-même pour tenir les bras de Moro. Goku se libère alors et donne le coup de poing final qui élimine Moro. La Z-Team sort victorieuse et l'univers est sauvé. Après avoir quitté Oob, le grand Kaioshin retourne au palais divin et laisse Buu reprendre le contrôle de son corps sans qu'il ne se souvienne de rien. Les Dragon Balls seront une nouvelle fois utilisés, mais cette fois pour réparer les dégâts causés dans l'univers par Moro. Pour célébrer la victoire, la patrouille galactique organise une cérémonie où Buu, Goku, Vegeta, Jaco et un patrouilleur secret sont récompensés. Ce patrouilleur n'est autre que Mérus. Le Kaioshin a proposé au grand prêtre d'échanger sa vie contre celle de Mérus. Touché par ce geste, le grand prêtre décide de ramener Mérus à la vie, mais en tant que mortel, sans plus aucun pouvoir divin. Toutefois, Beerus et le Kaioshin sont punis pour la perte d'un ange et doivent donc remplacer pendant quelques temps les gardiens des Zénos. La paix est enfin revenue dans l'univers. Nos héros se sont dépassés contre Moro et ont réussi ensemble à sauver la Terre. Mais ils ne tarderont pas à se faire rattraper par le passé des Saiyans que nous allons découvrir. Mais avant ça, mets un like et abonne-toi pour soutenir la chaîne. C'est bon, c'est fait? Dans ce cas, partons ensemble à la découverte de l'arc Granola. La tête de l'androïde 73 a survécu à la mort de Moro et est enlevée de la Terre par les propriétaires d'origine de l'androïde. Les données de 73 sont alors copiées sur d'autres unités, ce qui signifie qu'ils ont acquis toutes les capacités de celui que nos héros ont combattu sur Terre. Mauvaise nouvelle, car Goichi, le propriétaire de 73, veut gouverner l'univers, mais un intrus aborde le vaisseau et essaye de voler 73. Cet intrus est Granola, et il essaye de voler OG-73, le modèle originel. Il se fraye alors un chemin à travers tous les soldats et copies de 73. Il trouve alors le modèle d'origine en cours de régénération dans un réservoir. Une fois dans son vaisseau avec l'androïde, Granola s'endort et a un flashback de son passé. Il revoit les forces de Freezer ainsi que les Saiyans en forme Ozaru conquérant sa planète et exterminant son peuple. Granola se réveille, ce cauchemar est récurrent pour lui. Il discute alors de son rêve avec l'IA de son vaisseau et parle de sa haine de Freezer et de son désir de vengeance. Granola méprise alors Freezer et son armée, bien qu'il pense qu'il soit mort. Mais peut-être même plus que Freezer, il déteste les Saiyans, bien qu'eux aussi aient été anéantis il y a plus de 40 ans. Granola n'a donc aucun moyen d'assouvir sa vengeance, peu importe combien il la désire. Pendant ce temps, sur la planète de Beerus, Goku aide Whis à donner le remède au poisson oracle, qui souffre d'insomnie car cela pourrait être un mauvais présage pour l'avenir. Goku poursuit son entraînement avec Whis car après les événements de l'arc Moro, il maîtrise complètement l'Ultra Instinct et peut entrer à volonté dans sa forme aux cheveux argentés. Et son affrontement avec Whis lui rappelle qu'il a encore du chemin à parcourir, car Whis maîtrise mieux l'Ultra Instinct que Goku.
Whis l'informe aussi que le grand prêtre a un niveau de maîtrise bien supérieur à lui-même. Goku doit affiner son ultra instinct, mais il ne peut pas le faire en copiant simplement le style de combat de Whis. En même temps, Beerus demande à Vegeta s'il essaiera également de maîtriser l'ultra instinct. Mais Vegeta dit que cette technique ne lui convient pas. Beerus lui fait alors savoir que l'ultra instinct n'est pas la seule technique divine. Elle est spécifique aux anges, mais les dieux de la destruction ont aussi leur technique. Vegeta demande alors à apprendre une technique, mais Beerus lui dit qu'entraîner les gens ne fait pas partie de son travail, mais qu'il doit s'exercer. Donc si Vegeta veut regarder et voler des techniques pour lui-même, il est libre de le faire. De retour sur Granola, il arrive sur une planète et apporte Seven Tree à un groupe appelé les Eaters. Sur le chemin, un autre chasseur de primes, Sochiru, qui envie la prime de Granola sur cette mission. Granola lui dit alors de garder ses mains loin de son butin sous peine d'être exécuté. Il reçoit alors un gros sac de crédit et demande à Elec, le chef des Eaters, ce qu'il compte faire avec Seven Tree. Elec lui répond qu'il n'a aucun intérêt à constituer une armée de Seven Tree et qu'il y voit plus de valeur aux connaissances qu'il contient. Car l'information est ce qui contrôle vraiment l'univers, et que de toutes les façons, les organisations militaires comme l'armée de Freezer appartiennent au passé pour lui. Il dit à Granola que l'état de l'univers a changé, car justement Freezer a été ressuscité. Granola voit alors une chance de venger son peuple. Il demande donc l'emplacement de Freezer à Elec, mais il refuse, et lui dit que quand bien même il trouverait Freezer, il n'aurait aucune chance contre lui. Granola insiste et s'approche de Elec avant d'être mis au sol par Gaz, un autre membre des Eaters. Elec dit alors à Granola de se calmer et qu'ils élimineront Freezer ensemble quand le moment sera venu, mais pour l'instant, il doit juste être patient. Granola accepte la requête et repart. Un des Eaters demande à Elec pourquoi il a mentionné Freezer à Granola. Elec répond alors que Granola est devenu très fort et ça lui poserait problème s'il devenait plus fort que Gaz, même s'il pense que cela est impossible. Elec souhaite donc mettre en place une situation où Freezer tue Granola pour eux. Mais cela peut attendre pour le moment, car Elec souhaite avant tout les informations à l'intérieur de Seven Tree pour connaître la position de Zuno, l'être avec le plus de connaissances de l'univers 7. Une fois dans son vaisseau, Granola se fait prendre en chasse par Sochiru et ses acolytes qui en ont après la prime que Granola a reçue. Il les gère alors facilement grâce à ses capacités de tireur d'élite grâce à son œil droit. Il a cependant raté une cible, ce qui lui fait penser que Elec avait probablement raison. Il n'est pas encore assez fort pour battre Freezer et venger son peuple. De retour sur la planète Beerus, le poisson oracle endormi marmonne que le guerrier le plus fort de l'univers se lèvera bientôt. Granola retourne sur sa planète natale, la planète Céréale, où une race appelée les Sugariens habite la planète depuis que les Céréaliens ont été tués. Ce sont les Eaters qui ont vendu la planète aux Sugariens, qui ont eux aussi perdu leur propre planète. Granola lui habite sur une montagne, loin des villes, où il peut voir les ruines de sa ville natale pour ne jamais oublier ce que les Saiyans ont fait à son peuple. Sur la planète de Beerus, le dieu de la destruction interroge Vegeta sur le passé destructeur des Saiyans. Vegeta pense que les Saiyans ont eux-mêmes scellé leur sort. Beerus trouve que c'est ridicule, mais Vegeta demande quel est le rapport avec les techniques de destruction. Beerus détruit alors une planète décorative, mais l'explosion est beaucoup plus grande que celle d'une explosion normale. Vegeta demande alors quelle était cette technique. Beerus lui répond que c'est un petit aperçu de ce qu'il peut faire. Avant même que Vegeta ne puisse demander comment la reproduire, Beerus lui fonce dessus et l'envoie dans le décor. Il dit alors à Vegeta que si le doute continue de le peser, ce pouvoir ne sera jamais le sien, s'il continue de porter seul les péchés des Saiyans. Puis il lui annonce la vérité. C'est lui qui a suggéré à Freezer de détruire la planète Vegeta et la race Saiyan. Beerus provoque Vegeta, qui se transforme en SSJ Blue Evolution et commence à se battre contre Beerus. Mais c'est un combat à sens unique. Beerus lui dit alors que les choses que les Saiyans ont faites dans le passé n'ont rien à voir avec lui aujourd'hui, et qu'il ne pourra jamais évoluer tant qu'il est piégé par son passé. Beerus lui attrape alors le bras et utilise son pouvoir de destruction, le Hakai, sur l'armure de Vegeta. Beerus explique alors que son esprit est toujours focalisé sur la destruction, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de limite à son pouvoir, car son potentiel de croissance est illimité, grâce à son état d'esprit, tandis que le potentiel de croissance de Vegeta est limité par son propre état d'esprit culpabilisant.
Beerus élabore davantage et dit à Vegeta que s'il veut ce pouvoir, il doit détruire sa culpabilité et recréer son état d'esprit à partir de zéro. Car avant la création vient la destruction. Pendant ce temps, les Eaters consultent la mémoire de Seven Tree et découvrent la position de Zuno ainsi que la libération des prisonniers galactiques par Moro, et découvrent donc le pouvoir des Dragon Ball. Et pire encore, ils savent que les Namek ont créé les Dragon Ball. Gas dit alors quelque chose d'encore plus surprenant. Les Namek vivaient autrefois avec les Céréaliens, et il s'avère que Granola vit avec un Namek âgé nommé Monaito. Sur la planète Céréale, Granola raconte à Monaito la résurrection de Freezer et sa volonté de la battre. Mais Monaito dit à Granola qu'il n'y a pas le pouvoir de battre Freezer. Granola pense alors qu'il devrait peut-être recourir à la recherche des Dragon Ball, d'autant plus qu'il en possède déjà une chez eux. Monaito lui dit alors que les Dragon Ball ne sont pas faites pour la vengeance, mais cela n'a pas d'importance car de toute façon ils ont besoin de la seconde pour faire un vœu. Mais celle-ci a été perdue depuis près de 40 ans. Il ne faut donc que 2 boules pour faire un vœu. Sur la planète Namek, un cours est donné sur l'histoire des Namek et des Dragon Ball. Nous apprenons alors que la taille et la quantité de Dragon Ball dépendent de qui les a créés, et elles étaient à l'origine un rituel où les guerriers les plus courageux partaient à leur recherche en période de grande souffrance. Nous apprenons aussi que les Namek vivaient sur d'autres planètes de l'univers. De retour sur la planète Céréale, Monaito dit à Granola qu'il est le dernier Namek sur la planète, et que les Dragon Ball mourront avec lui, et que souhaiter que les choses redeviennent comme avant ne ferait que punir injustement les Sugariens, et la vengeance ne ferait que créer de nouveaux ennemis. Après cette discussion, Monaito part se coucher, et Granola lui regarde la télé, sauf qu'il aperçoit lors d'une émission un Sugarien trouver la seconde Dragon Ball. Il part donc la voler dans un centre de recherche. Une fois le vol commis, Granola va donc dans le désert pour invoquer le dragon sacré. Une fois apparu, Granola évoque son souhait d'être le plus grand guerrier de l'univers. Le dragon clarifie alors son souhait comme étant de devenir le mortel le plus fort de l'univers. Ce que Granola acquiesce. Torobo, le dragon, lui dit alors qu'il peut le rendre plus fort, mais seulement à la limite de son potentiel latent, et à une condition. Il accepte alors cette mystérieuse contrepartie sans hésitation. De retour sur la planète de Beerus, Vegeta essaie d'apprendre le Hakai, mais il le fait mal. Beerus lui donne alors un conseil, il doit complètement effacer la cible de l'existence pour transformer quelque chose en rien. Et c'est cette destruction de la matière qui produit une telle libération d'énergie. Goku quant à lui continue son entraînement avec Whis et a hâte de voir qui de lui ou Vegeta finira le plus fort de l'univers. Whis dit alors que ce n'est peut-être ni l'un ni l'autre, et cela surprend Goku qui lui demande s'il connaît quelqu'un plus fort qu'eux. Whis lui répond que non, mais avec toute l'étendue de l'univers, il ne serait pas étonnant de voir un nouveau combattant surpuissant apparaître. Le poisson rat répète alors sa prophétie une fois de plus, et Vegeta parvient enfin à utiliser correctement la destruction sur un petit caillou. De retour sur la planète Céréale, les Dragon Ball se dispersent, et les cheveux de Granola ont poussé. Pour tester sa nouvelle force, il soulève un rocher et le fait exploser avec une puissance similaire au Hakai. Monaito se réveille alors avec le choc de l'explosion et part en direction de Granola. Il l'avertit à nouveau que de nouveaux ennemis arriveront s'il suit la voie de la vengeance. Granola répond alors qu'il peut vaincre n'importe quel ennemi maintenant qu'il est le plus fort de l'univers. Monaito lui rétorque alors qu'il est le plus fort aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Granola l'ignore et part trouver Elec pour connaître la localisation de Freezer. Whis observe alors la situation depuis son sceptre. 2 jours plus tard, Granola arrive enfin à la base des Eaters et demande la position de Freezer. Pour avoir gâché la fête, Oil, un des Eaters, décide de corriger Granola, mais se fait totalement surclasser par celui-ci. Maki intervient alors, mais n'est pas de taille et se fait sauver par Gas. Gas est sur le point de se lancer, mais Elec dit qu'il en a assez vu et demande à Granola comment il est devenu aussi fort. Il lui répond alors grâce au pouvoir des Dragon Ball, ce qui confirme les soupçons de Elec sur la position des Dragon Ball sur la planète Céréale. Elec dit alors à Granola qu'il ne connaît pas encore l'emplacement exact de Freezer et que cela demande du temps. Granola lui dit alors de faire vite car il n'a pas longtemps à vivre.
Nous découvrons alors qu'en échange de son pouvoir, Granola a renoncé à 150 ans de sa durée de vie, ne lui laissant plus que 3 ans à vivre. Granola repart alors à bord de son vaisseau. Elec explique donc son plan aux autres Eaters. Il souhaite prendre le contrôle de l'armée de Freezer, mais si Granola bat Freezer, il anéantira son armée avec. Pour ses intérêts, Granola doit donc mourir, et pour ce faire, il va utiliser la haine de Granola contre les Saiyans, et la diriger sur Goku et Vegeta, car il connaît leur force grâce à la mémoire de Seven Tree. De retour sur la planète de Beerus, Whis explique à Goku que les anges sont capables d'utiliser l'Ultra Instinct à tout moment, alors que Goku a besoin de se transformer pour y arriver. Le but ultime serait alors d'utiliser l'Ultra Instinct naturellement sous sa forme de base, et d'utiliser le pouvoir du Migate qu'en dernier recours lorsqu'il doit dépasser ses limites. Pendant que Granola revient sur la planète céréale, les Eaters se dirigent vers Zuno. Gas fait part à Elec qu'il aurait pu combattre Granola, mais Elec lui dit que le moment de se battre n'est pas encore venu pour lui, car il est le seul membre des Eaters à pouvoir surpasser Freezer. Une fois arrivé sur la planète de Zuno, celui-ci dit qu'il répondra à 10 de leurs questions, laissant planer un mystère sur leurs interrogations. De retour sur la planète de Beerus, Goku et Vegeta continuent leur entraînement et affinent leur technique, quand Whis reçoit un appel de Bulma qui avertit que Maki et Oil sont sur Terre à la recherche de Goku et Vegeta, et qu'ils veulent qu'ils combattent tous les deux un méchant pour eux. Pour les convaincre, ils leur disent alors qu'ils vont devoir affronter le méchant le plus fort de l'univers. Goku et Vegeta veulent alors revendiquer le titre de plus fort de l'univers pour eux-mêmes. Whis et Beerus s'impliquent alors dans leur rivalité. Beerus donne à Vegeta une boucle d'oreille, qui est le symbole de ceux capables d'utiliser la destruction, et Whis donne à Goku le symbole qu'il lui a fait lors de la résurrection de Freezer. Sur Terre, Maki et Oil volent le détecteur de Dragon Ball. Puis, 30 minutes plus tard, Goku et Vegeta arrivent. Maki et Oil les emmènent donc sur la planète céréale. Avant qu'ils n'arrivent sur la planète, Maki ment à Granola en lui disant que Goku et Vegeta sont des assassins de l'armée de Freezer. Il pense alors qu'il pourra en tirer des informations sur la position de Freezer, mais elle lui dit ensuite que ce sont des Saiyans. Granola se lève et regarde les ruines de sa ville natale, sachant que le moment de sa vengeance est bientôt à portée de main. 18 jours plus tard, Goku et Vegeta arrivent sur la planète céréale. Maki et Oil restent en arrière après leur avoir dit où trouver Granola. Goku et Vegeta commencent à se méfier, mais avant de pouvoir comprendre le stratagème des Eaters, ils se font attaquer par Granola qui est en train de tirer sur eux à distance. Ils parviennent à éviter les attaques, mais ne peuvent trouver leur provenance. Tout à coup, un tir surprise touche un point vital à l'arrière du cou de Goku, les forçant à utiliser un Senzu. Vegeta dit alors à Goku d'arrêter de s'appuyer sur l'Ultra Instinct s'il n'est pas encore maîtrisé. Alors Goku devient Super Saiyan, puis il trouve enfin Granola et lui envoie un Kikoa qui parvient à esquiver. Goku se rend alors compte que Granola est encore plus rapide que le déplacement instantané. Granola se présente alors comme le dernier céréalien. Mais ce nom ne dit rien à Goku et Vegeta. Vegeta lui demande alors ce qu'il a contre les Saiyans. Granola lui répond alors avec une puissante explosion que les deux Saiyans esquivent de peu. Vegeta reconnaît alors le pouvoir du Hakai. Goku propose alors à Vegeta de l'attaquer ensemble, mais il refuse, laissant le soin à Goku de commencer le combat pour avoir été mis KO plus tôt. Le combat Goku contre Granola commence alors. Goku se transforme en Super Saiyan God et il commence à utiliser l'Ultra Instinct sous cette forme. Vegeta note alors que l'Ultra Instinct semble être plus précis en coordination avec une transformation. Plus la forme est puissante, mieux l'Ultra Instinct est maîtrisé. Goku esquive chaque attaque de Granola, mais celle-ci était une distraction pour toucher par surprise Goku. L'attaque était légère, mais a touché un point vital de Goku qui s'écroule à nouveau. Granola a compris comment fonctionne l'Ultra Instinct, mais note que personne n'est parfait et que même cette technique ne peut pas cacher les points vitaux. Grâce à son œil droit, Granola sait aussi que Goku se retient. Alors il lui dit de se dépêcher d'utiliser toute sa puissance, car il n'a pas de temps à perdre ici, la vengeance sur Freezer est son but ultime. Goku est cependant confus, car il pensait que Granola était le méchant de l'histoire. Mais avant qu'il ne puisse en parler, Granola dévoile sa puissance et dit à Goku qu'il paiera pour les crimes des Saiyans. Goku utilise alors le SSJ Blue avec l'Ultra Instinct. Le combat est rude et les deux combattants s'échangent coup pour coup. Granola prévient alors Goku que ses techniques d'esquive ne pourront pas l'aider, car il peut verrouiller ses points vitaux avec son œil droit.
Goku n'est pas d'accord et il dit qu'il lui manque juste de l'entraînement pour pouvoir utiliser l'Ultra Instinct à son plein potentiel. Granola dit alors qu'il va éteindre la race des Saiyans de sa main et fait une attaque de feu jaillissant du sol, tout comme Moro le faisait. Goku se téléporte alors avec précipitation aux côtés de Vegeta qui était dans les ruines de l'ancienne ville. Vegeta a compris que Granola est le survivant d'un ancien peuple avec des capacités de sniper. Il déduit au vu des traces et des ruines que son peuple a été anéanti par les Saiyans. Vegeta comprend alors la manigance des Eaters. Goku pense qu'il devrait essayer de convaincre Granola, mais Vegeta a dit que cela ne servira à rien tant que sa haine pour les Saiyans est forte. Pour pouvoir le convaincre, il va falloir le battre avant. Goku réapparaît alors devant Granola, sous la forme Ultra Instinct maîtrisée. Granola tente de le toucher, mais il n'y arrive pas. Le combat est unilatéral. Goku essaie à nouveau de parler avec Granola maintenant que la bataille est finie, sauf que Granola n'a jamais dit qu'il avait perdu. Il dévoile alors que la personne que combattait Goku depuis tout à l'heure n'était qu'un clone, car il préservait son énergie pour Freezer. Il avoue alors qu'il a sous-estimé les Saiyans et apparaît à une vitesse folle devant Goku pour lui assonner un coup au cœur. Goku est de nouveau KO. Granola part alors pour achever Goku quand Vegeta intervient. Il lui dit alors que ce ne sont pas les Saiyans qui seront exterminés, mais bien les céréaliens. Vegeta se transforme alors en SSJ Blue, le combat commence. Vegeta utilise ses capacités de destruction, mais celles de Granola sont bien supérieures. Le combat se poursuit, mais Vegeta est dominé par Granola. Il admet alors que Granola est le plus fort en ce moment, mais il est sûr qu'il va gagner. Sans terre ou proche à protéger, Vegeta profite pleinement du combat. C'est alors que Granola le touche sur un point vital. Il est blessé, mais garde le sourire aux lèvres. Par une peur instinctive, Granola s'éloigne de Vegeta, qui déploie son énergie. Une aura violette commence alors à l'entourer et son ki devient divin. Vegeta révèle alors sa nouvelle transformation, basée sur les enseignements de Beerus. Avec cette nouvelle puissance, Vegeta commence à combler l'écart entre lui et Granola, qui commence à être troublé. Ce pouvoir qui est bien au-delà de tout ce qu'il attendait des Saiyans. On apprend alors que comparé à l'Ultra Instinct qui permet d'éviter les dégâts, cette nouvelle forme de Vegeta transforme les dommages en puissance. À la différence de Goku, son pouvoir ne vient pas de son esprit, mais de son ego. Vegeta baptise alors cette forme l'Ultra Ego. Vegeta assène alors un violent coup de pied à Granola et lui explique que l'extinction des Saiyans est due à Freezer. Cependant, Granola refuse toujours de le croire et continue de se battre. L'IA dans son bandeau tente de lui faire entendre raison, mais il l'arrache et dévoile son œil de sniper. Granola dit alors à Vegeta qu'il n'est pas le seul à progresser dans ce combat. Le combat se poursuit, mais Vegeta commence à esquiver les attaques car il commence à sentir le contre-coup des dommages qu'il a subis. Il charge alors une puissante attaque qui détruira tout ce qu'elle touche. Il la dirige alors vers Granola qui charge lui aussi une attaque. Son œil gauche devient alors également rouge et augmente sa puissance, ce qui lui permet de détruire l'attaque de Vegeta, provoquant une énorme explosion. Le combat continue, mais Vegeta est au bout de ses limites et perd la forme Ultra Ego. Juste au moment où il semble que Vegeta est sur le point de perdre, Goku intervient et fait tomber Granola. Goku dit à Vegeta qu'il prend le relais pour l'instant, mais Vegeta le repousse et dit alors que sans rien à protéger, il n'acceptera pas de se battre à ses côtés. Goku demande alors à Vegeta de protéger sa propre vie, mais il dit que la mort vaut mieux que de faire équipe avec lui. Granola tente alors de tuer Vegeta pendant qu'il parle, mais Goku parvient à pousser Vegeta de son attaque. Granola lui demande alors comment il a été capable de prédire son coup. Goku répond qu'à présent il arrive à lire ses attaques car elle se focalise sur les points vitaux. Granola essaie donc de blesser Goku, mais celui-ci arrive de justesse à bouger ses points vitaux lors des attaques. Granola le prévient alors qu'une stratégie défensive ne viendra jamais à bout de lui, et Goku le sait très bien. C'est alors que Vegeta revient et demande à Goku de le laisser combattre seul. Goku accepte et demande à Vegeta de ne pas mourir. Vegeta se transforme à nouveau en Ultra Ego, et les deux recommencent à combattre. Le combat emmène les deux dans une ville sugarienne. Granola demande à Vegeta de ne pas se battre ici, mais Vegeta ne l'écoute pas. Granola le paralyse alors et lui envoie des rafales de ki. Épuisé, Granola se repose contre un mur, une fenêtre se brise et il voit une mère et un enfant terrifiés, ce qui lui rappelle son passé. Vegeta dit à Granola qu'il comprend sa rancune envers les Saiyans, mais le prévient qu'il ne fait que répéter l'histoire. Granola lui répond que les céréaliens n'ont rien à voir avec les Saiyans et qu'il prendra sa vengeance. Il charge alors une attaque avec le reste de son énergie dans le but de tuer Vegeta.
Vegeta s'excuse alors auprès de Beerus car les pouvoirs des dieux de la destruction étaient au-delà de lui. Il accepte donc son sort pour tous les Saiyans. Goku court pour les arrêter et en même temps, Monaito le Namek vole dans le vaisseau de Granola en compagnie de Lia. Monaito attire alors l'attention de Granola, Goku renverse alors le céréalien et évite la mort à Vegeta. Monaito sort alors du vaisseau. Goku et Vegeta sont donc surpris de voir un Namek. Granola est furieux car sa vengeance a été interrompue, mais Monaito lui avoue qu'il lui a menti. Il y a bien un Saiyan qui ne mérite pas sa vengeance, celui qui les a sauvés il y a 40 ans, et son nom est Bardock. Il y a 40 ans, les Saiyans ont envahi la planète céréale en anéantissant les céréaliens et les Namek. Bardock est celui qui trouva Granola et sa mère qui lui ont rappelé Guinée et Kakarot. À la fin de la mission, les autres Saiyans repartent et Bardock prétexte de rester pour chercher les derniers survivants. C'est alors qu'il trouva Monaito grâce à son détecteur. Il lui apporta alors Granola et sa mère. Il laisse donc les deux céréaliens restants et leur dit de rester cachés et éviter le radar de Freezer. Avant qu'il ne parte, Monaito demande son nom au Saiyan et il lui répond Bardock. De retour dans le présent, Monaito dit à Goku qu'il est le portrait craché de Bardock. Et Vegeta lui révèle alors que Bardock est son père. Granola demande alors pourquoi sa mère est morte, si cette histoire est vraie. Il s'avère que Bardock a fini par rester plus longtemps pour se faire soigner à la demande de Monaito. C'est alors qu'il aperçoit les Eaters qui parlent de vendre la planète et leur volonté de ne plus servir Freezer. Alors qu'il écoutait la conversation, Granola se réveille et pousse un cri à la vue de Bardock le Saiyan. Monaito assomme alors rapidement Granola, mais il est trop tard. Les Eaters l'ont entendu. Bardock crée alors une situation qui ressemble à une exécution des survivants restants de la planète. Elec lui demande donc de les tuer, mais Bardock essaie d'expliquer que la capacité du Namek pourrait être utile pour qu'on y prête attention. Mais avant qu'il ne puisse terminer son explication, Elec tire avec son pistolet sur la mère de Granola. Elec ordonne alors à Bardock de tuer les deux autres, mais celui-ci se retourne rapidement et attaque les Eaters pour s'enfuir avec Granola et Monaito. Les Eaters décident alors de les prendre en chasse car ils ont peut-être entendu leur conversation. Ils doivent donc mourir. Gas dit alors qu'il va s'en occuper pendant que les autres Eaters repartent. De retour dans le présent, Gas repense au passé en arrivant sur la planète céréale et dit qu'il ne revivra plus jamais une telle indignité. Elec le rassure en lui disant qu'à présent il est assez fort, même s'il n'y a pas de mal à avoir une garantie, lui dit-il en tenant une Dragon Ball. Maki, qui regardait le combat dans son vaisseau, prévient que celui-ci est stoppé à cause de Monaito. Elec prend alors la décision d'aller chercher le dernier Dragon Ball avant d'arriver sur le champ de bataille. Pendant ce temps, Granola ne digère pas les révélations de Monaito. Non seulement il a été sauvé par un Saiyan, mais sa mère a été tuée par Elec, l'homme pour lequel il travaille depuis des décennies. Monaito lui explique alors que c'était le seul moyen pour eux de survivre. Vegeta demande alors à Monaito si Bardock a battu Gaz. Monaito lui répond que oui. Vegeta est surpris car Bardock était un guerrier de classe inférieure. Avant que Monaito ne puisse donner d'autres explications, le ciel s'assombrit rapidement. C'est en fait Elec qui a réuni les Dragon Ball et qui formule son vœu au dragon. Une puissance massive apparaît alors soudainement sur la planète. Maki et Oil apparaissent alors et présentent le véritable guerrier le plus fort de l'univers. C'est alors que Gaz apparaît avec un aspect beaucoup plus ancien. Nos héros comprennent alors qu'ils ont utilisé les Dragon Ball pour que Gaz devienne le plus puissant de l'univers. Gaz matérialise alors une arme et empale Granola sur la carcasse de vaisseau et s'apprête à le tuer jusqu'à ce que Goku intervienne. Gaz l'immobilise et se rend alors compte que Goku est le fils de Bardock. Il souhaite donc le tuer, mais se prend un tir dans le dos par Granola qui a été libéré par Monaito. Gaz fonce alors sur Granola et l'enchaîne de coups. Pendant ce temps, Monaito libère les entraves de Goku et le soigne, puis lui demande de sauver Granola. Goku lui répond alors qu'il fera ce qu'il pourra. Durant son combat, Granola demande à Gaz pourquoi les Eaters l'ont laissé vivre. Il lui répond alors que c'était la volonté de Elec, qui ne souhaitait pas gâcher une telle ressource. Granola a donc un flashback de lui s'étant fait un nom en tant que chasseur de primes, et des Eaters le recrutant, profitant que Monaito ne lui ait pas dit la vérité. De retour dans le présent,
Pendant qu'il soigne Goku, Monaito regrette sa décision d'avoir caché la vérité à Granola. Goku se rappelle alors qu'il reste un Senzu et le demande à Vegeta. Celui-ci se rappelle qu'il était dans son armure qu'il a jetée durant son combat contre Granola. Une explosion a alors lieu et Granola apparaît inconscient. Goku demande alors à Vegeta d'aller chercher le Senzu pendant qu'il retient Gas. Vegeta demande alors à Goku de ne pas mourir à son tour. Goku fait alors face à Gas et se transforme en SCJ Blue. Et il tient bon, mais Gas est clairement plus fort. Vegeta trouve alors le Senzu, mais au lieu de le manger, il le donne à Granola en lui disant d'assouvir sa vengeance avec sa propre force. Granola mange donc le Senzu et part protéger Monaito des Eaters, qui lui remet son unité de soutien. Il s'excuse, puis laisse exploser sa puissance pour combattre de nouveau Gas. Granola a le dessus, car Gas n'utilise que les pouvoirs qu'il a acquis par lui-même, mais étant enculé par le céréalien, Gas utilise enfin la nouvelle puissance qu'il a obtenue. Il peut utiliser toutes les capacités de Granola en mieux, mais Vegeta remarque pendant le combat que même si Granola est moins puissant, il est beaucoup plus à l'aise avec ses capacités que Gas. Cependant, plus le combat se poursuit, plus Gas maîtrise ses pouvoirs et commence à prendre le dessus. Granola décide alors de le piéger avec des clones avant de se téléporter devant lui avec un rayon surpuissant qui envoie Gas dans le décor. Cependant, le coût à payer pour cette technique est de subir tous les dégâts que ses clones ont subis. Monaito part pour soigner Granola, mais celui-ci lui dit que ce n'est pas encore fini. Gas est au sol et blessé, et c'est alors que Elec apparaît devant lui. Il lui enlève alors son serre-tête qui servait à contenir son pouvoir. Gas libère alors sa véritable nature et perd tout sens de lui-même, puis part à toute vitesse sur Granola. Sa forme bestiale surclasse complètement le céréalien qui a l'article de la mort. Les autres Eaters tentent de faire revenir Gas à la raison avant que celui-ci leur assène un violent coup de poing. Vegeta demande donc à Monaito comment Bardock a vaincu Gas, mais le Namek n'en a aucune idée car il était inconscient à ce moment-là. Gas, totalement incontrôlable, fonce sur Vegeta et l'assène de nombreux coups. C'est alors que Goku vient l'aider. Gas, en étant frappé par Goku, revoit Bardock et fait ressurgir son traumatisme. C'est ce que Elec avait prévu. En se rappelant son humiliante défaite, Gas reprend ses esprits et a maintenant un total contrôle sur sa bestialité. Avec ses pouvoirs, Gas immobilise Goku et Vegeta. Granola lance alors une attaque sur Elec que Gas téléporte. Granola charge alors son attaque avant de se faire briser les bras et crever les yeux par Gas. Elec en profite alors pour se mettre derrière Granola et le transperce d'une balle de pistolet comme il l'avait fait avec sa mère. Goku assiste à la scène impuissant et rempli de colère. Vegeta lui donne alors le reste de son énergie, ce qui permet à Goku de se libérer de son entrave. Il se transforme alors en SCJ Blue et fonce sur Gas pour lui asséner un coup de pied qui le ramène au sol. Goku souffle et se calme et dit à Gas qu'ils n'ont aucune raison de s'entretuer. Le Eater est alors surpris que Goku ne soit pas en colère pour la mort de Granola. Goku répond qu'il lui faut éliminer sa colère pour pouvoir utiliser sa technique spéciale. Elec dit alors à Gas qu'ils ne peuvent pas les laisser vivre. Gas fonce alors sur Goku et teste ses pouvoirs sur lui. Il dit qu'il ne compte pas le tuer tout de suite tant qu'il n'aura pas vu la même ardeur dans ses yeux que celle de Bardock. Après quelques échanges de coups, Gas lui demande s'il est réellement le fils de Bardock. Goku rétorque qu'il a perdu tous ses souvenirs des Saiyans quand il était petit. Gas comprend maintenant et il dit qu'il ne peut pas perdre contre quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Goku est en train de se faire battre et est momentanément séparé de Gas quand il voit tous les deux Monaito guérir Granola qui est encore à peine vivant. Gas est sur le point de tuer Monaito, mais Goku intervient et attrape le Eater pour le téléporter sur une autre planète. Goku provoque alors Gas pour voir s'il peut le suivre en se téléportant. Gas joue le jeu et les deux combattants se téléportent en boucle jusqu'à arriver dans la prison galactique de la patrouille, où les prisonniers se souviennent de Gas comme du gamin qui s'est pissé dessus. Hystérique, Gas poursuit Goku qui essaie de le convaincre de ne plus obéir à Elec. Goku lui dit que son propre frère a essayé de le tuer il y a un certain temps et qu'il devrait donc faire attention à lui. Mais Gas ne veut rien entendre et continue de poursuivre Goku qui se téléporte jusqu'à Whis sur une planète lointaine. Gas le suit, mais Goku se téléporte à toute vitesse dans l'ordre inverse jusqu'à ce qu'il soit de retour sur la planète céréale, laissant à Gas aucun moyen de se téléporter car il ne peut plus sentir la force de Goku.
Gas demande alors à Whis la direction de la planète céréale. L'ange lui donne et Gas fonce à toute vitesse dans l'espace pour retourner sur la planète. Goku, de retour sur la planète céréale, embarque avec Vegeta, Monaito et Granola dans une voiture direction l'habitation du Namek. Sur le chemin, Goku reçoit alors un appel de Whis pour lui prévenir de l'arrivée de Gas dans 20 minutes. Il lui demande alors comment s'est passée sa maîtrise de l'Ultra Instinct. Goku répond que ça n'a pas fonctionné comme il le voulait et demande à Whis comment mieux l'utiliser. Whis lui dit alors qu'il a déjà répondu à cette question. Goku doit trouver sa propre version de l'Ultra Instinct. Arrivé dans la maison de Monaito, celui-ci a quelque chose à montrer à Goku, et ce n'est autre que le scouter de Bardock. Vegeta se rend compte qu'il est cassé, mais si on le répare, il y aurait sûrement l'audio du combat contre Gas. L'IA de Granola intervient donc et arrive à le faire fonctionner de nouveau. Une voix sort du scouter, c'est celle de Bardock. Goku se remémore alors son passé de Saiyan et nous voyons la suite du combat de Bardock contre Gas. Dans son combat, Bardock s'avère être plus fort que Gas ne l'avait prévu, mais celui-ci ne subit pas de dégâts pour autant. Monaito, portant Granola dans ses bras, dit à Bardock de s'enfuir et de les laisser à leur sort. Mais Gas dit que cela n'aura aucune importance car les Saiyans ne sont pas destinés à durer. Les deux combattants continuent de se battre et Gas libère un peu de sa vraie nature. Au même moment, Monaito récupère les Dragon Ball, invoque le dragon et lui demande de téléporter Bardock sur la planète Vegeta. Mais tout comme Goku son Namek, Bardock refuse et veut continuer le combat. Monaito lui demande donc son souhait. Il demande alors que ses fils grandissent bien. Les Dragon Ball se dispersent. Le combat se poursuit et Gas claque Bardock par la queue jusqu'à ce que finalement elle s'arrache et propulse le Saiyan contre un rocher. Gas s'apprête alors à l'achever, mais Monaito prend l'attaque finale à sa place, ce qui enrage Gas et le conduit à libérer pleinement sa vraie nature. Monaito est propulsé par le coup de Gas et Bardock continue de se battre. Gas lui demande si l'expiation ou la vengeance le motive à se battre. Bardock lui répond alors que seul un idiot penserait à autre chose que gagner dans un combat de vie ou de mort. Bardock repousse alors ses limites et met KO Gas par un puissant Kikoa. Elec est déçu de Gas et essaie d'achever Bardock, mais il rate son tir et doit vite partir car Freezer est arrivé. Monaito retrouve enfin Bardock et lui dit qu'il a gagné la bataille. De retour dans le présent, Goku se souvient de tout avant qu'il ne soit envoyé sur Terre. Puis il dit à Vegeta qu'il comprend enfin ce qu'est la fierté Saiyan. Vegeta dit qu'il a également perdu de vue sa fierté en étant pris dans sa culpabilité. Et cette fierté est décrite par Goku comme ayant une foi totale en son propre pouvoir. Monaito ajoute que la fierté d'un peuple ne consiste pas à expier des péchés ou à se venger. C'est tout simplement accepter sa nature et s'en tenir à ses convictions. Monaito propose de soigner Goku et Vegeta avant l'arrivée de Gas et leur fabrique même des nouveaux vêtements qui sont ceux de Bardock. Goku et Vegeta demandent alors tous les deux leur tenue habituelle à la place. C'est alors que Gas revient sur la planète céréale. Goku et Vegeta sortent pour lui faire face. Les deux Saiyans se préparent à combattre et acceptent de se battre ensemble cette fois. Vegeta active Ultra Ego et Goku active Ultra Instinct. Le combat commence donc. Mais cette fois, ce qui motive Goku et Vegeta est un pur désir de gagner à tout prix. Leurs attaques combinées repoussent Gas mais ne suffit pas à le blesser. Vegeta lance alors une boule d'énergie de destruction avec le soutien de Goku. Mais Gas arrive quand même à la repousser. Vegeta fonce alors sur Gas, laissant Goku gérer la boule qui arrive à la dévier. Celui-ci revient alors pour aider Vegeta, mais maintenant qu'il a pris des dégâts de Gas, Vegeta est capable de lui tenir tête. Gas et Vegeta continuent de s'échanger des coups. Gas a alors une solution pour battre l'Ultra Ego, tuer Vegeta en un seul coup. Goku est sur le point d'intervenir mais Vegeta lance un violent coup de poing à Gas en le remerciant pour la puissance accumulée. Vegeta dit alors à Goku de rester en arrière car son Ultra Instinct n'a toujours pas évolué en quelque chose de personnel. Goku s'éloigne alors et commence à méditer pendant que Vegeta combat. Gas pense en avoir fini avec Vegeta, mais celui-ci se lève une nouvelle fois, ce qui terrifie le Hitter. Vegeta crie alors qu'il n'a plus de limite et lance un dernier assaut avant de s'écrouler de fatigue en face de Gas. Le Hitter se prépare alors à lui donner le coup de grâce, mais Goku déploie une barrière autour de Vegeta. Après sa méditation, Goku a compris comment utiliser son propre Ultra Instinct, en le combinant à ses émotions plutôt que de les séparer.
Le regard de Goku rappelle alors à Gas celui de Bardock, ce qui le met en rage. Gas et Goku commencent alors leur combat. Goku a l'avantage, cependant il est à peine plus puissant que Gas et ne pourra pas tenir ce rythme très longtemps. Il doit alors vite finir le combat. Goku utilise donc un style de combat beaucoup plus propre au Saiyan plutôt que celui de Whis. Gas utilise désespérément ses armes contre Goku avant qu'elle ne se retourne contre lui pour ensuite que Goku lui assène un coup de pied puissant. Gas au sol, Elec se dirige alors vers lui et lui crie qu'ils ont besoin de son pouvoir pour Freezer. Les Saiyans n'étaient censés être qu'un échauffement. Goku dit à Elec de ne pas forcer Gas à se battre car ils pourront se battre à nouveau à l'avenir. Mais Elec dit alors qu'il n'y aura pas de prochaine fois pour Gas. Cette phrase provoque un déclic sur Gas qui apparaît alors dans une aura aveuglante. Mais il semble beaucoup plus vieux et frêle qu'avant. On dirait que son nouveau pouvoir brûle chaque cellule de son corps. Goku et Gas s'affrontent, mais il est clair que Goku est en difficulté. Mais il continue le combat jusqu'à ce qu'un rayon sépare les deux. C'est le retour de Granola. Il dit alors à Goku de tout miser sur sa force. Goku doit donc occuper Gas pendant que Granola charge son attaque au maximum. Goku est rapidement mis au sol, mais il parvient à mettre une barrière autour de Granola. Gas l'assomme alors. Vegeta prend alors le relais en faisant tomber Gas. Maki et Oil essayent de le venir en aide, mais Monaito les arrête grâce à son pouvoir d'hypnose. Granola est enfin prêt, mais il ne peut pas tirer car une explosion aussi puissante si près du sol détruirait la planète. Goku reprend alors conscience et active l'Ultra Instinct en version géante pour attraper Gas et l'envoyer dans l'atmosphère. Le problème est que les yeux de Granola sont toujours blessés, mais l'IA dans son bandeau l'aide alors à viser et il déclenche donc son attaque ultime sur Gas qui se la prend de plein fouet. Gas retombe sur le sol, vaincu, mais Granola dit qu'il ne l'a pas tué car il ne compte pas perpétuer le cycle de la vengeance. Il prévient alors que Gas sera inconscient pendant plusieurs jours. Puis Granola s'excuse auprès de Goku et Vegeta avant de tomber au sol. Il explique alors aux Saiyans qu'il a sacrifié encore plus de sa vie restante pour faire cette attaque finale. Monaito court alors pour le guérir, mais maintenant il est capable de ramener Granola à sa pleine force sans problème. Ses pouvoirs de guérison se sont renforcés grâce à leur utilisation constante durant l'arc. Monaito restaure alors l'énergie de Goku et Vegeta, avant d'être transpercé par un rayon d'énergie provenant de Gas qui s'est relevé et cette fois il a l'air encore plus décrépit que jamais. Vegeta et Goku le chargent mais Gas les gère sans difficulté, même en ayant les os complètement brisés. Tout comme Granola, Gas a sacrifié une grande partie de son temps de vie pour acquérir cette puissance. Elec le pousse à continuer, mais Maki et Oil s'y opposent en voyant son état. Elec ordonne à Gas de tuer les Saiyans, mais il est trop tard. Freezer atterrit sur la planète céréale et son arrivée choque toutes les personnes présentes. Gas, en voyant Freezer, laisse sa rage exploser avant de lui foncer dessus, mais Freezer le tue en un seul coup après s'être transformé pendant un instant. Gas se transforme alors en un tas d'os que Freezer écrase. Le tyran demande alors à Elec pourquoi il l'a convoqué. Elec ment, mais Freezer sait la vérité depuis plus de 40 ans. Freezer a juste choisi de garder les Haters pour son propre bénéfice. Il dit alors à Elec qu'il n'y a rien qu'il ne sache pas. Freezer élimine alors le Hater. Goku et Vegeta se demandent alors comment Freezer est devenu si fort. Il leur dévoile alors qu'il a passé 10 ans à s'entraîner dans l'équivalent d'une salle de l'esprit et du temps. Et c'est cet entraînement qui lui a permis de débloquer sa nouvelle forme nommée Black Freezer. Goku se transforme alors en Ultra Instinct et Vegeta utilise l'Ultra Ego. Freezer les charge alors et les bat tous les deux d'un seul coup de poing avant de les laisser s'écrouler sur le sol. Freezer choisit de ne pas les tuer car il n'est pas venu pour ça. De plus, il recrute Maki et Oil dans son armée et part. Goku et Vegeta se relèvent et se dirigent vers Monaito et Granola pour voir si l'ancien Namek s'en sortira. Mais celui-ci est complètement guéri par Whis qui vient d'apparaître sur la planète. Whis dit alors que c'est une faveur spéciale pour un ami de Goku, mais que lui et Vegeta doivent revenir rapidement pour aider Beerus à faire ses nouilles instantanées. Goku demande alors à Granola s'il veut les rejoindre, mais il refuse, car il doit réparer la planète céréale avec les Dragon Ball, puis Monaito les scellera pour de bon. Alors Vegeta lui donne le Dragon Radar que les Haters sont volés. En contrepartie, Monaito donne le Scouter de Bardock à Goku. Les deux Saiyans repartent alors avec Whis. Sur le trajet, Goku demande à Whis si Freezer était le guerrier le plus fort mentionné par le poisson oracle.
Mais Whis donne une réponse vague. Il pourrait s'agir de Freezer, ou peut-être que le guerrier le plus fort a émergé ailleurs. Goku et Vegeta ont subi une défaite cuisante face à Freezer et sa nouvelle transformation, et sont donc partis s'entraîner de nouveau sur la planète de Beerus. Mais pendant ce temps-là, sur Terre, une ancienne organisation maléfique fait son retour, et seuls les membres de la Z-Team sur place peuvent les arrêter. C'est à ce moment que se déroule le film DBS Super Héros. Une fois le terrible Cell Max vaincu grâce à Gohan Beast et Orange Piccolo, nous revenons sur l'entraînement de Goku, Vegeta et Broly qui comptent bien trouver un moyen pour battre Black Freezer. Et c'est dans le prochain arc du manga que nous aurons la résolution de cette histoire. Sinon, j'ai déjà sorti une vidéo sur plusieurs moyens de vaincre Black Freezer. Je t'invite donc à aller la voir.